Bonjour à tous, ceci est la première des deux vidéos qui seront consacrées à notre chapitre sur le temps repensé. Il faut prendre ces vidéos comme une sorte de correction de l'activité que je vous ai mise sur le site et aussi des apports un peu supplémentaires pour un peu comprendre de quoi ça parle. On va le dire tout de suite, c'est une thématique qui est passionnante, intéressante, mais extrêmement compliquée. Et donc, on va essayer de s'attacher à essayer de comprendre ce qu'est la relativité restreinte que Einstein a créée en 1905. Et dans le cadre de notre cours, se rassurer, parce qu'à la fin de la deuxième vidéo, on essaiera de bien mettre en évidence ce que vous devez savoir faire dans le cadre du programme de TS. Accrochez-vous un peu, il n'y a pas de difficulté particulière du point de vue calculatoire, mais il y a des difficultés du point de vue conceptuel pour essayer de s'imaginer les choses. Donc on va y aller tranquillement. Et cette première partie, donc cette première vidéo, elle va parler de ce qu'on appelle la composition des vitesses, c'est-à-dire la relativité galiléenne. Et dans notre cours qui est ici, que vous voyez là, on va s'attaquer à cette première partie qui est consacrée à euh, où est-ce qu'on en était dans la physique de la fin du 19e siècle et pourquoi Einstein a apporté des éléments théoriques qui ont entièrement bouleversé notre manière de concevoir l'espace et le temps. Alors, comment est-ce qu'on concevait l'espace et le temps avant la relativité galiléenne, c'est-à-dire finalement c'était hier, avant 1905. Bah, c'est de comprendre qu'est justement cette composition des vitesses, vous allez voir, rien de compliqué. Alors, on va parler de Galilée d'abord, qui nous dit que la vitesse d'un objet dépend du référentiel dans lequel elle est mesurée. Alors les petites questions que je pose là vont illustrer évidemment cette phrase qui est du bon sens, finalement, vous allez le comprendre. Et puis j'aborderai à la fin de la vidéo l'électromagnétisme de Maxwell, ça ne sera pas obligé de le savoir, mais juste avoir une idée à peu près de où est-ce qu'on en était au 19e siècle du point de vue de la lumière et des ondes en général. Alors, j'en dis juste un petit mot avant de commencer. James Clerk Maxwell, qui est un Écossais, au 19e siècle, bâtit une théorie complète qui est utilisée encore aujourd'hui sur les ondes dites électromagnétiques. C'est-à-dire quoi? Bah, à l'époque, on connaît les ondes radio, c'est déjà communiqué par radio, et on connaît la lumière. On peut penser au départ que ces deux ondes n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On sait bien aujourd'hui que, grâce à Maxwell, que la lumière est un cas particulier de cette grande famille des ondes électromagnétiques. Et il bâtit une grande théorie qui explique comment fonctionnent les ondes électromagnétiques et met en évidence des phénomènes, du point de vue théorique, met en évidence des phénomènes que vous connaissez comme la réflexion, la réfraction, la diffraction. Et il montre que toutes ces ondes électromagnétiques ils sont soumises selon les mêmes lois dites des équations décrites par les équations de Maxwell. Ce que je veux juste vous dire, ce qu'on voit ici pour essayer de comprendre la suite, c'est qu'au 19e siècle, il apparaît dans la théorie de Maxwell qui rencontre tous les succès possibles, que les ondes électromagnétiques sont quand même un peu particulières puisque ce sont les seules à ne pas avoir de support. Vous savez, elles se propagent dans le vide. Et il se rend compte, c'est les équations qui lui disent, c'est pas un fait expérimental, ces équations lui disent que la vitesse de la lumière, quel que soit le référentiel dans lequel on se place, elle est toujours la même. Alors quelles sont les conséquences de ça? Ça on va le voir dans cette vidéo et on reviendra voir Maxwell tout à l'heure, mais parlons un petit peu de Galilée. Alors dans ces premières questions que je vous pose ici, on va les résoudre tout de suite. Parlons un peu de ce qu'est cette composition des vitesses et illustrons-la de manière assez simple. Sur ces trois questions, donc on parle d'un TGV, c'est-à-dire un train, et puis une personne qui se déplace dans ce train. Alors regardons un petit peu ça avec cette animation que vous voyez à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors on voit Einstein numéro un qui est dans son train tranquillement, voilà, il est en train de se déplacer à une vitesse de 300 km/h. Oula, à l'époque d'Einstein, on n'a pas des trains qui allaient aussi vite, ils étaient encore à vapeur, mais peu importe. On imagine un Einstein d'aujourd'hui qui est dans un TGV qui va très vite à 300 km/h. Et il est en train d'observer une personne qui est en train de se déplacer ici, que vous voyez là, et on peut même faire des petits bips sonores pour écouter un petit peu ce que ça fait comme temps. Paf, il s'en va, il marche, paf, il arrive. Voilà, j'ai un objet, une personne qui est en train de se déplacer à 5 km/h et qui parcourt une distance d0. Et Einstein, dans son train, Einstein numéro un, observe ce phénomène et mesure un temps, vous le voyez en haut, de 3 secondes pour son déplacement de là à là. Je vais enlever le son.
Et puis on a Einstein numéro 2 qui lui posait au bord qui est au bord du, je sais pas comment on dit, comme les vaches, hein, qui regardent passer les trains. Il est sur le quai de la gare, allez, disons ça. Et bah, lui, forcément, il observe les choses de manière un peu différente. Alors, qu'est-ce que nous dit Galilée? Bah, il nous explique que, en fait, ce Einstein qui est là, comment est-ce qu'il va percevoir le déplacement de cet objet qui parcourt cette distance de zéro? Quelle va être sa vision des choses à lui? Alors, on va regarder. Alors, notre Einstein, maintenant, dans son référentiel, qu'est-ce qu'il voit? Bah, lui, il voit l'objet se déplacer comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? L'objet, selon Einstein numéro un, a parcouru cette distance des zéros qui est là. Ce même objet, ou cette personne qui se déplace dans le sens de la marche, selon Einstein sur son quai, Einstein numéro 2 a parcouru cette longue distance AB ici. Pourquoi? Bah, parce que forcément, il y a eu composition des vitesses, comme nous dit Galilée. Alors, essayons de réfléchir et regardons un petit peu du point de vue vectoriel ce qui s'est passé. Einstein numéro 1, qui dans son train a bien vu cet objet se déplacer à la vitesse v0, ici, en parcourant la distance d0. À quelle vitesse? À 5 km/h. Einstein numéro 2, lui, il l'a vu aller plus vite. Forcément, Galilée nous dit, euh, il a sa vitesse v0 d'accord, mais pour Einstein numéro 1, il va falloir rajouter la vitesse du train, bien sûr. Vitesse v que j'ai marquée ici. Donc, Einstein numéro 2 a vu cet objet aller plus vite, ce qui est bien normal puisqu'il faut lui ajouter la vitesse du train. Hein, il se déplace dans le sens du train. Je pose la question plus loin, s'il va en sens inverse, bah, on va retrancher la vitesse, ça c'est pas un problème. Alors, ok, les vitesses s'ajoutent. Donc, pour Einstein numéro 2, cet objet est allé plus vite. De combien? Bah, là, c'est facile, tout le monde est collinéaire. Cette vitesse m, que je vais appeler vitesse mesurée ici, c'est la somme vectorielle des deux vitesses. Comme tout le monde est collinéaire, vous êtes d'accord que la vitesse mesurée, j'ai mis en bas, on peut enlever les flèches. Hein, la somme des vecteurs, la norme du vecteur que j'obtiens, c'est bien la somme des normes, pas de problème. Et j'obtiens donc une vitesse, vous vous en doutez, pour Einstein numéro 2, qui voit cet objet se déplacer à 305 km/h, 5 km/h pour la vitesse propre, je dirais, de l'objet qui se déplace dans le train selon Einstein numéro 1. Et puis j'ajoute la vitesse du train, 305 km/h. Ça, je pense que ça ne vous pose pas de problème. Je vous l'ai dit en introduction, la composition des vitesses de Galilée, c'est quelque chose de tout à fait naturel et que je pense on peut tous comprendre. Alors, maintenant, revenons quand même un petit peu sur, vous avez vu, je parle de distance, je parle de vitesse, qui relie distance et vitesse? Bah, c'est le temps, bien sûr. Alors maintenant, remettons-nous dans la peau de Einstein numéro 1 et disons-nous, ces 3 secondes que Einstein numéro 1 a mesurées pour aller de là à là, c'est bien sûr la vitesse et la distance qui le relient, ce temps-là. Alors ce temps-là, il vaut quoi pour Einstein numéro 1? Bah, le temps qu'il a fallu entre deux bips, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est 3 secondes, c'est quoi? C'est la distance qu'a parcouru l'objet dans son référentiel à lui, j'ai appelé D0, divisé par la vitesse de l'objet pour se déplacer de là à là. Il a bien un certain temps, delta t, parce qu'on va parler d'intervalle de temps dans tout ce chapitre, et ça fait 3 secondes. Quel est le point de vue d'Einstein numéro 2? Le point de vue d'Einstein numéro 2, selon Galilée, c'est que le temps est le même. Il a bien mis 3 secondes pour parcourir maintenant cette longue distance. D'accord, la distance est plus grande, oui, mais il va plus vite. Donc finalement, parcourir une distance plus grande pour Einstein numéro 2, mais à une vitesse plus grande aussi, selon Galilée, pas de problème. Cette grande distance AB, selon Einstein numéro 2, a été parcourue à une vitesse Vm qui est plus grande que V0, on sait comment on fait en bas. Et puis finalement à l'arrivée, les deux Einstein sont d'accord pour dire que les deux événements, ce que j'appelle un événement, c'est-à-dire le départ de l'objet qui se déplace ici jusqu'à son arrivée, ces deux événements sont séparés par 3 secondes et les deux Einstein sont tout à fait d'accord. Selon Galilée, c'est au prix d'une modification de la distance et de la vitesse, pas de problème, j'obtiens un temps, regardez-le bien, la composition des vitesses induit un temps universel et absolu qui est le même pour tout le monde. 3 secondes pour Einstein numéro 1, 3 secondes pour Einstein numéro 2. Deuxième exemple, dont je ne parle pas dans l'exercice, mais on va quand même le regarder. Qu'est-ce qui se passe maintenant si l'objet est en train de se déplacer comme ça, latéralement dans le train? Alors il se passe exactement la même chose. Là, il y a une distance h à parcourir de là jusqu'à là. Il va mettre 3 secondes pour aller jusqu'ici. Je vais vous faire écouter les petits bips. Voilà. Hop, ok, je pars. Et maintenant, attention,
Voilà, je suis arrivé. Alors tout ça se parcourt en 3 secondes là encore, sauf qu'il se déplace comme ça. La composition des vitesses ne pose aucun problème jusqu'à la fin du 19e, puisqu'on a des vecteurs. Et je vais vous montrer tout de suite comment on résout ça. Einstein numéro 1 regarde cet objet se déplacer, et il va mesurer un temps de 3 secondes entre ces deux événements. Einstein numéro 2 est ici, alors lui, qu'est-ce qu'il va voir? Ben, c'est la même histoire, regardez bien, dans le référentiel d'Einstein, quel va être le parcours de mon objet? Il va être comme ça. Lui a perçu ce mouvement-là, comme il faut ajouter le mouvement du train, il l'a vu comme se déplaçant de A vers B, comme vous le voyez ici. D'accord? Donc, là encore, c'est la même chose, hein. Pourquoi est-ce qu'il va mesurer 3 secondes lui aussi? Bah, parce que, d'accord, il a parcouru une distance plus grande, mais il est allé plus vite grâce à l'effet d'entraînement du train qui lui rajoute de la vitesse. Et donc, quel calcul on ferait ici? Bah, la vitesse de départ de mon objet qui va de là à là, imaginons qu'il aille à 1 mètre par seconde, pour lui, quelle est sa nouvelle vitesse? Bah, même chose que tout à l'heure, il faut lui ajouter la vitesse du train. Bon, bah là, ils sont pas collinéaires, mais enfin, avec les vecteurs, on n'est pas trop en difficulté. Et V0 plus V, bah, Vm sera ici la vitesse mesurée par Einstein numéro 2 pour aller de A vers B. Elle est la vitesse V0 propre de l'objet, augmentée de la vitesse du train. Et vectoriellement, ça donne ceci. Alors, le calcul est un tout petit peu plus compliqué, mais ne doit pas vous faire peur. Si le train va par exemple à 10 mètres par seconde et que mon objet allait à 1 mètre par seconde pour aller de là à là, quel est le calcul? Ah bah, j'ai un triangle rectangle qui est ici. Hein, on est d'accord que V carré, c'est quoi? C'est V0 au carré plus vitesse du train au carré. Et si je prends comme exemple de 1 ici et pour la vitesse du train de 10 en mètres par seconde, je trouve la nouvelle vitesse vue par Einstein numéro 2, d'accord, qui est de 10,05 mètres par seconde. Faites le test, vous allez voir, ça fonctionne. Il faut faire racine, hein, bien sûr, de tout ça, vous avez compris. Donc tout ça, c'est encore vrai, ça fonctionne, c'est-à-dire que oui, il a mis 3 secondes là aussi pour aller, et je vous le remontre encore hein, pour que ce soit bien clair. Excusez-moi, hop, j'avance, je vous remets la vidéo. On fait un petit bilan de ce que je viens de vous raconter, ce sera important pour la deuxième vidéo. Einstein numéro 1 mesure un temps de 3 secondes avec une vitesse V0 de cet objet, et Einstein numéro 2 qui est au bord du quai, lui est en train de regarder ce même mouvement mais qui prend cette forme-là. Très important de voir que les deux événements sont synchronisés. Alors ça, je vais vous le remontrer encore. Excusez-moi, je vais refaire une petite manipulation. Hop, hop, pour vous le remontrer. Et cette fois-ci, avec les bip bip, d'accord, les deux événements sont séparés par des bips de 3 secondes. Les deux Einstein seront tout à fait d'accord pour dire que les deux événements sont passés par durent 3 secondes. Vous avez vu, ils sont synchro tous les deux. On dit qu'il y a synchronicité des horloges et on dit aussi que le temps est absolu. C'est pas parce que le train se déplace que ça va commencer à dérégler nos montres, hein. Voilà, la relativité galiléenne, c'est ça. Alors, je vous pose ensuite la question, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, là ici dans la 3, évidemment, si on va dans l'autre sens, pas de problème. On fait la composition des vitesses, ça marche aussi avec un moins. Et ces deux questions qui sont ici, c'est quoi? Alors, je vous dis, voilà, la même personne est dans le train, il allume une lampe de poche pour éclairer un document placé devant lui. D'après la relativité galiléenne, si on apprend le principe de relativité galiléenne, excusez-moi, à la lumière, à quelle vitesse la lumière émise par la lampe se propage-t-elle par rapport au TGV et par rapport au sol? Alors la question est ici, bah, on va y répondre simplement, la lumière c'est un objet comme un autre, pour nous pour l'instant, et pour celui qui est dans le train, la lumière le fuit à la vitesse de la lumière, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et Einstein numéro 2 qui est au sol, bah, il va avoir un rayon lumineux qui va un peu plus vite. La vitesse de la lumière plus la vitesse du train. Donc les deux Einstein ne seront pas d'accord non plus par rapport à la vitesse de la lumière. Et quelle est la contradiction qui apparaît ici? C'est la théorie de Maxwell. La théorie de Maxwell nous dit, ces équations lui disent, apparemment, tout le monde mesure la même vitesse de la lumière, c'est un invariant des référentiels. Ça veut dire que les deux Einstein se doivent d'être d'accord. Et là, ça pose un vrai problème, puisque la composition galiléenne des vitesses voudrait dire que Einstein mesure une vitesse qui est celle-ci,
Einstein numéro 2, cette vitesse-là, plus la vitesse du train, et la théorie de Maxwell a l'air de dire que non. Et là, on a, comme ce qu'on dit souvent en histoire des sciences, ce qu'on appelle un blocage mental, un blocage conceptuel, c'est-à-dire que là, il y a deux possibilités. Soit il y a un petit problème avec la composition des vitesses, ou soit la théorie de Maxwell est un peu contestable. Alors, les succès sont tellement énormes de la théorie de Maxwell, c'est que ça sent quand même un peu bizarre. Parce que la théorie de Maxwell explique tout ce qu'elle prétend expliquer, sauf ce paramètre qui est là. Alors, il n'y a pas qu'Einstein qui se pose la question, on est déjà dans les années 1870, vous voyez à peu près, même un peu avant. Certains le prennent pour un faux problème, d'autres commencent à réfléchir. Je peux vous citer quelques noms comme Ernest Mach, celui qui a donné son nom au Mach, vous savez, l'accélération des avions et tout ça. Lorentz aussi, dont je reparlerai dans la deuxième vidéo. Et puis deux personnes qui s'appellent Michelson et Morley, qui sont deux physiciens américains et qui vont commencer à réfléchir à cette question. Et là, je vais aborder un dernier thème avec vous avant de passer à la suite, à la deuxième vidéo. Là, ça ne fait pas partie de notre cours parce que je ne voulais pas vous en mettre trop, mais je pense que c'est important qu'on profite de la vidéo pour comprendre tout ça, c'est de comprendre ce qu'est l'éther. Alors, l'éther, je vous en avais déjà parlé. Regardons voir un petit peu ça, c'est quoi cet éther dont je veux vous parler avant de passer à la deuxième vidéo. Alors, le problème ne date pas d'hier, hein, comme vous le voyez ici, puisque je vais vous parler d'Épicure rapidement. Je vais essayer d'être concis. Épicure, dans ses réflexions, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, et déjà pressant cette affaire d'éther, puisque, je vais vous traduire ce qu'Épicure nous écrit ici, c'est que, vous voyez, cette grosse boule qui est là, c'est quoi? C'est un grain de pollen qui est en train de flotter dans l'air. Très bien. Alors, ok, un petit grain de pollen microscopique qui flotte dans l'air. Alors, quand je dis l'air, selon Épicure, l'air est formé de quoi? L'air est formé de petites particules qui sont en mouvement éternel et perpétuel, nous dit-il. Et ces particules constituent ce qu'on appelle l'air. Elles se déplacent de manière un peu anarchique, comme vous voyez là, et mon petit grain de pollen qui est en train de flotter dans l'air, ben, il se fait une petite place, vous voyez, entre les particules. Et c'est bel et bien ce qu'on observe et comment on explique les choses aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, bon, ben, ce grain de pollen, il est en train de se déplacer, on le voit bouger, très bien, mais la question, c'est dans quel référentiel, lui, il est en train de bouger. Nous, on est en train de le regarder sur notre écran par rapport à quoi? Bah, dans la vie de tous les jours, on dirait le pollen se déplace dans l'air. Bon, bah, d'accord, il se déplace par rapport à l'air. Mais l'air, vous voyez bien que c'est pas un référentiel très très statique, puisque l'air est constitué de chacune de ces petites molécules en mouvement perpétuel, comme nous dit Épicure. Donc nous, très clairement, dans cette simulation, par rapport à quoi bouge le grain de pollen? Ben, il est en train de bouger par rapport à notre écran. Pour nous, c'est évident, l'écran, c'est le point fixe. Oui, mais dans la réalité, c'est quoi ce point fixe? C'est quoi ce fond blanc que vous voyez ici qui est immuable? Ben, Épicure va lui donner un nom, il va l'appeler vide. Et puis Aristote qui est à droite, il va aller un peu plus loin et ce vide-là, c'est-à-dire ce référentiel absolu par rapport à qui tout le monde est en train de bouger, il va lui donner son nom qui va traverser les siècles et les millénaires, il va lui donner le nom d'éther. Première définition de l'éther, comme on vient de le voir ici, l'éther est le référentiel absolu qui baigne tout l'univers et dans lesquels les objets sont en mouvement. C'est le seul référentiel qu'on peut considérer comme étant au repos. Tout bouge dans l'éther. Et ça, c'est très intéressant parce que l'éther, comme vous voyez, prend le statut de référentiel ultime. Alors, est-ce qu'il a une consistance, l'éther? Selon Épicure, non, il va l'appeler le vide. Selon Aristote, oui, il l'appelle une substance subtile, excusez-moi. C'est-à-dire, c'est aussi quelque chose de matériel, l'éther, que l'homme ne peut pas voir, pas sentir, mais qui a une certaine consistance. Alors, il y a beaucoup de discussions entre les philosophes, évidemment, pour définir cet éther. Dans l'espace, ça donne quoi l'éther? Bah, regardez encore cette simulation que vous connaissez. Prenons la Terre qui tourne autour du Soleil. Et je vous fais remarquer juste une chose. C'est qu'on sait depuis Newton que la Terre tourne autour du Soleil, mais vous avez vu que le Soleil est animé de quelques petits mouvements comme ça. Et ces petits mouvements, c'est quoi? Ben, ce sont les perturbations que la Terre gravitationnelle exerce sur le Soleil. Donc on sait déjà depuis Newton que le Soleil est lui aussi en mouvement, perturbé par les grosses planètes qui tournent autour de lui. Et là, on peut se poser la même question. Si tout le monde bouge dans le système solaire, même le Soleil lui-même, quel est le référentiel absolu? Bah, pour nous, ce serait ce quadrillage qui est derrière. Oui, mais ce quadrillage, il est porté par qui? Bah, il est porté par rien et bah, ok, c'est compliqué à comprendre, on va l'appeler l'éther.
tout est en mouvement par rapport à l'éther et l'éther est le référentiel universel absolu. Alors, pourquoi je vous parle d'éther? Regardons un petit peu la suite de l'histoire, c'est que l'éther a un autre statut. Et cet autre statut, c'est lequel? On sait, au pareil, depuis l'Antiquité, que le son, par plein d'expériences, que le son est une onde qui se propage dans un support matériel qu'on appelle l'air. Et on sait aussi depuis l'Antiquité, on le postule, que les rayons lumineux, c'est très différent. Ils n'ont pas besoin d'air pour se déplacer, puisqu'on voit les étoiles la nuit, et que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Et donc, le deuxième statut qu'on va donner à l'éther, c'est quel est le support de propagation de ces ondes électromagnétiques que nous décrit Maxwell. Dans quoi se propage-t-il s'il n'a pas de support matériel dans lequel se déplacer, comme le son que vous voyez ici? C'est la deuxième définition de l'éther, mais l'éther est exactement la même chose, hein, ce dont on parle, c'est-à-dire le référentiel absolu sur lequel la lumière s'appuie pour se déplacer. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et ça va nous amener à l'expérience de Michelson et Morley que je vais vous décrire dans l'expérience suivante. Je vous montre le dispositif expérimental ici. On est dans les années 1870 ici, vous voyez, on est toujours dans les mêmes périodes. Quelles sont ces expériences que font Michelson et Morley? Sur quoi va s'appuyer Einstein pour bâtir sa théorie dont on va parler dans la deuxième vidéo? Je vous propose d'en parler dans la vidéo prochaine. Et faisons un tout petit point, un petit bilan de cette première partie. Retenons simplement le principe de composition des vitesses qui est un principe naturel et l'apparente contradiction avec ce que disent les lois de Maxwell. On en parle dans la deuxième vidéo et regardez un petit peu tout ça et puis je vous propose d'en rediscuter bien tranquillement dans la vidéo suivante. À tout de suite.